Ah oui, ah, horrible. Voilà, on y est. Bonjour à tous. Bonsoir même. Bienvenue pour cette petite discussion ouverte sur le sujet et après. J'aurais même envie de dire maintenant et maintenant, parce que le après et maintenant, le temps a passé. Après ce confinement, le début du déconfinement qui est encore en cours et qui s'étale en ce moment. Donc déjà, bienvenue dans ce live du Rucher Créatif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Rucher Créatif, c'est un tiers-lieu collaboratif, donc un lieu physique où habituellement on anime des événements sur différents sujets comme l'entrepreneuriat, le digital, l'innovation collaborative, le bonheur et la RSE. C'est un lieu aussi où on vient travailler quelques heures en coworking ou en tant que résident dans son bureau voilà, tous les jours. Et on y vient manger aussi à la cantine éthique. Donc moi, je m'appelle Emeline Bossé, je suis résidente au Rucher Créatif. Je suis designer espace avec mon studio Bohème Design et je dirige la commission RSE. Donc ce soir, avec nous, nous avons Christine Carcassin-Romani d'Espace RH, donc qui conseille et accompagne les entreprises sur tout ce qui est management. Bonsoir Christine. Bonsoir Emeline. Nous avons aussi Jill, pour les habitués du Rucher, donc elle vient de se cacher, mais on va la revoir, j'espère. Donc Jill est dirigeante du restaurant Les Oiseaux de Passage à Troyes, mais aussi encadrante technique à la cantine éthique, donc au Rucher Créatif, pour une cuisine bio, au maximum bio et locale. Et Gilles Burizek, dirigeant d'Online Stratégie, une agence de conseil en transformation digitale, président de NetOpen, une agence globale en digital learning et vice-président du Rucher Créatif. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors Gilles, est-ce que tu es toujours parmi nous? On ne te voit plus. Oui, mais je ne peux pas mettre ma vidéo. Bah là, ouais, on va essayer de la remettre. Maintenant, je peux te passer animatrice. Voilà. Vas-y, essaye de la remettre. Et nous avons aussi Magali, donc sous le nom de Rucher Créatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie conversation ou même dans le live du Facebook. Vous pouvez poser vos questions et on fera un petit point à la fin sur toutes les questions qui seront posées. Donc, n'hésitez pas par écrit. Donc, on va aborder différents sujets donc sur le et après en lien avec le confinement, le déconfinement, l'avenir sur nos modes de travail, sur l'économie des entreprises, donc surtout d'un point de vue local, sur Troyes, l'Aume et la région. Voilà, comment les entrepreneurs vivent cette situation, qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et ses collaborateurs. Donc, on va commencer tout de suite par le premier point. Où on parle du confinement, à savoir que le confinement a été assez brutal pour les entreprises et ses collaborateurs, pour tout type d'entreprise, que ce soit de services, avec les acteurs en pause de travail ou pour les commerces, les restaurateurs. Donc là, ce soir, c'est bien parce qu'on a vraiment différents types d'entreprises, différents profils, et du coup, ça nous permet d'avoir un panel de discussion assez large. Premier point, quels changements imposés par le confinement, donc on les connaît, que ce soit du télétravail ou l'arrêt d'activité brutale. Donc, quels changements vont perdurer au-delà de cette crise, à votre avis? Et quelles adaptations, aménagements imposés par le déconfinement deviendront pérennes, à votre avis? Donc, en gros, qu'est-ce qui a été imposé par cette situation actuelle vont perdurer? Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Peut-être Jill, qui a un point de vue particulier en étant que restaurateur. Bonsoir. Alors, nous, ce qui a été imposé à nous, c'est de fermer complètement. J'espère qu'on va pouvoir rouvrir déjà. Au niveau des conditions sanitaires, on avait déjà, d'un point de vue de la restauration, des normes assez spécifiques et assez hautes. Donc, mes équipes, ils ne sont pas très inquiets par rapport à ça parce que pour eux, c'était absolument banal de se désinfecter les mains tout le temps, etc. Après, là, ce qu'on va privilégier, c'est quand même le cuit plutôt que le cru. Et après, c'est la mise en place des distanciations sociales au restaurant. Nous, pour notre part, on a la chance d'avoir un jardin, donc tant qu'il fera beau, ça ira. Mais j'espère que les gens pourront se réunir encore à 10 autour d'une table sans contrainte de distanciation. Oui, parce que là, la contrainte pour toi, c'est que tu ne connais pas encore toutes les mesures gouvernementales pour ouvrir le restaurant. C'est quelque chose qui est en cours. On espère avoir des informations demain.
C'est Oui. encore définitif. Et on est plusieurs collaborateurs, enfin en tout cas plusieurs restaurateurs à dire que ça ne sert à rien d'ouvrir pour faire 15 couverts, quoi. Aujourd'hui, ce qui commence à s'offrir à nous, c'est de se dire on pourra ouvrir, mais pas du tout en accueillant le même nombre de clients. Or, avec les charges, etc., ça ne sert à rien d'ouvrir dans des conditions aussi drastiques. Et quand on a discuté ensemble, donc tu m'as fait part donc, de tout ce que tu allais mettre en place dans ton restaurant pour pouvoir accueillir tes clients. Donc un parcours particulier, le lavage de mains qui va être possible, même le pouvoir désinfecter ses couverts pour rassurer au besoin pour les clients qui le souhaitent. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont durer? Est-ce que ça va être juste pour rassurer au début ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont vraiment durer? Par exemple, s'il y a une période d'épidémie de grippe dans 2 ans, 5 ans? Je pense que déjà, la désinfection des couverts, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà au vinaigre blanc, etc. Après, c'est plus pour rassurer le client si lui a peur que ça n'ait pas été assez bien fait. Aujourd'hui, on va mettre de la solution hydroalcoolique, mais on n'ira vraiment pas, comme je te le disais, vers du jetable à usage unique. Ça, c'est hors de question aux oiseaux. Et je pense que nos clients, ils ont confiance en nous et ils savent qu'on travaille déjà dans des conditions sanitaires assez fortes. Donc, voilà. Il y a rien de... Pour nous, il n'y a pas grand-chose qui va changer à part la distanciation sociale. On va mettre en place un parcours, effectivement, pour que les gens aillent aux toilettes un par un. On va laisser la porte ouverte pour pas que les gens touchent la poignée, sinon elle sera désinfectée ou il y aura du produit pour qu'ils puissent le faire. Après, je ne mettrai jamais de plexi entre les tables pour isoler les gens. Des hygiaphones, il n'y aura pas ça sur les tables du resto, ça c'est certain. Okay. La porte des toilettes ouverte? Non, ouais, c'est sympa. Il y a un élément qui est important dans ce que dit Gilles et je voudrais rebondir là-dessus, c'est la notion finalement de rassurer. Dans ta démarche, tu fais bien le lien avec mettre en place un protocole qui vise à maintenir une forme de confiance. Et je crois que c'est tout l'enjeu finalement du après-Covid en matière de qu'est-ce qui va perdurer, c'est de reconstruire une forme de confiance. Avec toute l'incertitude que ça représente, puisque finalement, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. Ça a été un choc, tu l'as dit, Émilie, hein, ça a été un choc qui a été brutal pour tous, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation professionnelle, puisque ça vient toucher à la vie, finalement, donc à quelque chose qui relève de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, par rapport à cela, il faut se réapprivoiser finalement notre relation au social, à l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, qu'on soit dans le monde de l'entreprise ou même dans la rue. Et on voit encore aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui n'osent pas sortir. Même, alors, il ne s'agit même pas d'aller au restaurant, c'est de sortir de chez soi après avoir vécu cette période de repli. Et dans le monde de l'entreprise, pour avoir échangé avec pas mal de chefs d'entreprise sur le sujet, ils sont confrontés à des salariés qui ont peur. Donc l'idée de rassurer, l'idée de remettre de la confiance, c'est vraiment pour moi en tout cas un des éléments qui est essentiel. Oui, il y a d'une part... C'est très drôle, hein, mais c'est super important. Ouais, il y a le process à mettre en place qui est imposé dans tous les cas et où chaque entreprise peut faire le choix jusqu'où il met en place ce process. Il peut aller au-delà évidemment des mesures gouvernementales. Mais pour moi, ce qui est aussi important que le process qui est mis en place, c'est la communication qui est faite dessus auprès de toutes les parties prenantes, des usagers, des collaborateurs, donc de ton équipe, Gilles, mais aussi des clients, quoi. Ouais, c'est là. Oui, et d'ailleurs, je me permets d'intervenir par exemple au sujet des gants. Typiquement, dès qu'ils ont relancé la production de gants, à un moment, il y a eu aussi une rupture à ce niveau-là. J'en ai commandé et en fait, en y réfléchissant, c'est vraiment pas pour moi un bon moyen de se protéger parce qu'on est moins vigilant avec des gants parce que sous prétexte qu'on en a, on peut toucher des choses alors que si on entame un process de désinfection toutes les 5 minutes par exemple, des mains, des couteaux, etc., pour moi c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a les mesures gouvernementales mais il y a aussi, comme tu le disais, la réflexion collective au sein des équipes pour se dire n'allons pas tête baissée dans quelque chose parce qu'on pense que c'est la bonne solution. Faut prendre du recul. Là, tout ce qui se fait au niveau justement respect environnemental, tout ce qui est jeté aujourd'hui
en raison de cette crise sanitaire, il faut réfléchir à l'impact environnemental que ça a. Et nous, en tout cas, on veut vraiment s'afficher comme étant un restaurant qui respecte l'alimentation durable au maximum. Oui, et pour compléter sur les gants, en fait, l'usage des gants n'empêche pas le lavage des mains après. Donc, autant ne pas mettre de gants et se laver les mains, ne pas oublier de se laver les mains. Voilà, c'est ce qui est à privilégier. Gilles, chez Netopen, alors, qu'allez-vous garder du confinement et du déconfinement? Si tu veux faire un petit point sur comment vous l'avez vécu. Alors, nous, on a la chance d'être dans une activité qui a été peu impactée en fait par la crise parce que on est très digital depuis tout le temps, c'est notre métier et le métier de Netopen, c'est de mettre en place des solutions de formation à distance. Pour le coup, on a plutôt eu un surcroît d'activité au mois d'avril, paradoxalement. Mais pas tant que ça, puisqu'en fait, les organismes de formation et les services de formation ont été arrêtés immédiatement. Et finalement, la seule solution pour pouvoir continuer à développer les compétences des salariés, c'était la formation à distance pour laquelle la très, très grande majorité des organismes n'étaient pas prêts, très clairement. Bon. Nous, on est passé en télétravail immédiatement dès le 16 mars. On a la chance, effectivement, d'être une société qui bosse dans le digital avec des outils qu'on a l'habitude d'utiliser très régulièrement. Je pense au webinaire, je pense en visioconférence. On a une clientèle qui est nationale, voire internationale, donc on fait des conférences en visio depuis très longtemps. On utilise des outils comme Teams, Microsoft, qui sont des outils collaboratifs qui permettent de faire du partage de documents, de pouvoir communiquer avec une, deux, trois, l'ensemble de l'équipe très rapidement. Donc, globalement, nous, on est plutôt en mode, pas confort, je dirais, mais parce que, évidemment, il manque le lien social. Évidemment, d'un point de vue management, c'est un peu plus compliqué. Synergie d'équipe, c'est aussi un peu plus compliqué. Certains ne vivent pas le télétravail de la même manière. Tout le monde n'est pas dans la même situation, tout le monde n'a pas les mêmes équipements. Je pense à des connexions Internet de qualité, mais je pense aussi aux parents de jeunes enfants qui doivent effectivement, en plus du télétravail, s'organiser avec les jeunes enfants à la maison parce que les écoles sont fermées. Donc ça, voilà, c'est pas très simple, mais finalement, globalement, moi, je pense que c'est une expérience qui est plutôt enrichissante, qui permet aussi aux gens d'avoir un équilibre de vie professionnelle et privée qui est différent, qui peut être meilleur dans certains cas, un peu moins bon dans d'autres, mais globalement, quand je leur ai posé la question de réouvrir le 11 mai, ils ont été unanimes à me dire qu'ils préféraient rester en télétravail. Ce qui m'arrangeait moi aussi concrètement parce que devant effectivement l'avalanche des consignes qui sont données par le gouvernement sur les aménagements des locaux, les distanciations des postes, le nettoyage quotidien, etc., les masques, tout ce qu'on veut, tout ça me paraissait relativement contraignant. Et alors je ne sais pas si je suis le seul, mais je commence à constater que, alors dans les médias, ça commence à parler de la crise presque au passé. Et ça, je trouve ça un peu curieux, voire dangereux. On est en train de passer dans un autre stade, puisqu'en fait, l'activité économique reprend partout, les écoles réouvrent, les moyens de transport, pareil, la RATP, la SNCF, ils vont être à plein très bientôt. Il reste les restaurants, Gilles, et les bars, mais je pense que ça ne va pas tarder non plus. Tout ce qui est événementiel aussi. Ouais, tout ce qui est événementiel aussi. Bon. Touristique. Et moi, je pense que les Français ont aussi une capacité à la fois, moi j'étais très surpris de les voir finalement respecter plutôt strictement en fait, les consignes qu'on leur donnait. Mais là, au déconfinement, j'ai l'impression que ça va être le schéma inverse et qu'on va très vite oublier que le virus, il est là et que globalement, on n'est certainement pas sorti du problème, quoi. Alors, ceux qui restent, je me permets de réagir sur ce point, et peut-être que ceux qui restent confinés chez eux, à télétravailler et à sortir le moins possible, peut-être qu'eux ne se rendent pas compte des changements au quotidien que ça implique. Mais dès qu'on va dans un magasin, dès qu'on retourne travailler, et on le voit au Rucher, où le Rucher a été adapté dans son aménagement, et il y a un process aussi qui a été mis en place.
eh bien, ça change quand même le quotidien. On doit prendre de nouvelles habitudes. Et du coup, il y a beaucoup de pédagogie qui doit être faite à ce niveau-là parce que ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Alors, pour compléter quand même ce point sur les changements imposés par le confinement, parce que là, a priori, donc, tu as mis le télétravail assez facilement chez vous parce que vous étiez déjà bien digitalisé, donc vous aviez les outils pour. Et donc, mettre en place un management quand même où tu as gardé le lien, mais plus ou moins bien. Mais pour le coup, vous n'avez pas repris le travail en présentiel. Donc, il y a des changements, enfin, les changements qui ont été imposés vont perdurer chez vous ou comment est-ce que tu vois le télétravail à venir? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions dans ce télétravail ou est-ce que ça va revenir en présentiel petit à petit? Comment ça va se passer? Alors, ce qui va certainement changer, effectivement, c'est que on n'est pas forcément pressé de reprendre le chemin du bureau. J'ai passé l'après-midi à mon bureau de la Technopole. J'étais quasiment tout seul, en fait, dans la Technopole. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait bizarre. Donc, on n'est pas pressé, effectivement, parce que on a un peu, effectivement, d'incertitude, parce que aujourd'hui, c'est vraiment le sujet entre ce que dit le gouvernement, ce que disent les scientifiques, ce qu'on constate, etc. Là, on a les chiffres qui sont toujours à la baisse. Là, ça fait quand même plus de 15 jours qu'on a déconfiné. Moi, je m'attendais à ce que ça remonte un peu. Globalement, ça a l'air plutôt contenu. Donc, on est sur des messages qui sont positifs. Je pense qu'on va attendre encore un petit peu. Vraiment, la dimension sécurité des collaborateurs, elle est primordiale. Dans la mesure où, effectivement, collectivement, en fait, c'est pas une décision que je prends moi, on en parle tous ensemble et si tout le monde préfère rester en télétravail, on restera en télétravail le plus longtemps possible. Dans la mesure où ça pénalise pas ou peu, on va dire, l'organisation, la productivité, etc. quoi. Ok. Christine, alors toi, dans la compagnie, ouais, tu veux réagir Moi, je veux réagir par rapport à ce que dit Gilles, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de télétravail. Ça a participé à un processus d'accélération, finalement, de la mise en place. Télétravail. C'était déjà dans l'air du temps. Ça fait un certain temps qu'on en parle. C'est vrai que c'est des équilibres des temps de vie. Il y a pour plein de raisons. Le télétravail a toute sa force. Il y a aussi plein d'inconvénients. Mais là, c'est pour moi, en tout cas, c'est ce que je te disais la dernière fois, Emeline, c'est pour moi, on n'était pas dans une forme de télétravail, on était dans une contrainte de télétravail. On n'était pas dans le choix de ce télétravail-là. Et comme tu le disais à très juste titre, Gilles aussi, il y a une grande majorité de Français qui se sont retrouvés à devoir télétravailler tout en jouant leur rôle. Parce que le télétravail en soi, les enfants sont à l'école. Donc là, il y avait plusieurs rôles qui devaient se combiner, qui ont rendu, pour beaucoup en tout cas, le télétravail particulièrement douloureux. Donc avec des amplitudes compliquées, avec des difficultés à structurer leur temps, parce que finalement, du jour au lendemain, il n'y a pas eu de pédagogie du télétravail. Ça a été, alors, il y a eu des conseils divers et variés, et c'est là, je trouve, toute la force des salariés, ou de l'individu, dans sa force, de sa capacité à s'adapter, et de son agilité personnelle. Donc, il va aller chercher tous les outils qu'il peut trouver, il va aller chercher l'entraide. Il y a eu des plans hors sec à l'intérieur des entreprises pour d'aller véritablement dans une vraie collaboration, une cohésion. Ça, c'est génial, je trouve ça magnifique, cette résistance pour arriver à mettre en place un télétravail dans un temps donné extrêmement court. Et à côté de ça, il y a peut-être 60% de la population dont les emplois ne sont pas télétravaillables. Donc, qui, eux, pour aujourd'hui, dans le cadre qui se retrouvent à devoir aller travailler, ou qui sont aujourd'hui en chômage partiel. Et c'est quand même la très, 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 très grande majorité des emplois en France encore aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est aussi ce que je trouve révélateur dans cette période, c'est que finalement, on a plein d'emplois différents, plein de rythmes différents de déconfinement. Gilles, elle est encore là dans les starting blocks à dire quand est-ce que je vais pouvoir ouvrir. On va espérer que demain, on annonce quelque chose de positif. D'autres n'ont jamais arrêté. Ils ont bossé comme des fous. D'autres ont été stoppés net. Bref, on a toutes sortes de rythmes et il y a une synchronisation qui n'est plus la même. Et ça, je pense que c'est important, cette relation au temps. Donc, quand tu disais, Gilles, à très juste titre, je trouve que ça va un peu vite, là, ce déconfinement. L'impression que oui et non, parce qu'il y en a certains, ils sont toujours scotchés chez eux, en chômage partiel.
ils ont la trouille de l'emploi, ils sont dans une incertitude véritable par rapport à l'emploi. Et donc, il y a d'autres santé. Il y a la santé physique et l'impact de la santé mentale aussi, et puis la santé économique. Et ces deux axes que je trouve, qu'est-ce qui va perdurer? C'est une forme de fragilité finalement. Et c'est quelque chose que je ressens autour de moi. Et effectivement, quand on va dans la rue, on parle de la reprise du commerce. Je ne sais pas si vous l'avez là en tant qu'individu. Rentrer dans un magasin pour mettre un masque, pour faire c'est comme le disait Gilles, mettre des plexis entre les tables alors que tout le partage, toute la notion de restauration, c'est pas ça. Donc il va falloir réapprivoiser ce lien social finalement, autrement. Et ça, on n'en est que tout début. Là, on est vraiment en phase d'adaptation où on doit s'approprier de nouvelles habitudes, des nouvelles mesures d'hygiène, sécurité sanitaire. Tout n'est pas applicable, évidemment. On préconise des hygiaphones dans les espaces d'accueil. En fait, c'est là où la séparation, où la distance physique n'est pas possible. On va avoir une séparation physique. Et si on ne peut pas avoir cette séparation physique, on va avoir un masque. Évidemment, on ne va pas venir au restaurant avec un masque, sinon ça n'a aucun sens. Mais en même temps, un groupement de 10 personnes sont autorisées. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger autour d'une table à 4 alors qu'on peut se faire une à 10 chez soi? Voilà, donc là, il va encore en suspens, évidemment, en fonction des mesures gouvernementales qui vont venir. Moi, ce que je c'est que tu dis qu'il y a... Je voulais juste rebondir sur un point intéressant que disait Christine. Il y a la notion de temps. En tant qu'entrepreneur, quand on a quasiment jamais le temps, cette pause, quelque part, qui n'était pas vraiment une pause parce qu'elle était éprouvante d'un point de vue psychologique, c'est sûr. Mais si tu balayes, entre guillemets, l'aspect économique, c'est un temps qui nous a jamais été donné pour vivre et expérimenter une autre façon de vivre. Et c'était précieux, ça aussi, je trouve, dans la construction, dans le développement personnel et dans le rapport aussi à nos équipes et tout, de s'appeler juste pour se demander comment ça allait. Ce n'est pas forcément des habitudes qu'on avait avant, on s'appelait pour des prétextes. Et voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce temps qui a été là, cette bulle, pour nous, individuellement aussi, pour se révéler aussi un peu, penser à nous. Et c'est toute la force aussi finalement de cela, et je pense que ça doit perdurer, c'est-à-dire que c'est vraiment une question, et Gilles le soulignait aussi, c'est les décisions, elles ont été prises ensemble, ce que tu disais Gilles là-dessus, c'est que finalement le lien qui s'est créé, c'est un lien et professionnel et humain. Et donc ces deux-là, on remet alors c'est une évidence quand on en parle, mais là c'est dans la réalité concrète et opérationnelle de son entreprise qu'on a recréé du lien. C'est vrai que quand on est en contact avec ses clients ou ses prospects ou ses salariés, la première question qui est posée aujourd'hui, c'est une écoute vraiment, c'est comment ça va. Mais c'est un comment ça va où on attend le retour. C'est pas juste un salut, tu vas bien. Donc le lien social, il se construit réellement, contrairement à peut-être là où il existait dans l'entreprise où les salariés faisaient partie des meubles. Je caricature, mais là aujourd'hui, ils ne sont plus dans les meubles, dans le monde de l'entreprise, ils sont chez eux, dans un autre espace. Et donc il faut recréer un espace commun et par l'échange et la communication. Du coup, c'est une autre forme de communication, une autre forme de management qui doit se réinventer, qui a été assez brutale comme le télétravail. Oui, c'est évident, on a beaucoup parlé de télétravail, il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il y en a qui ne veulent plus télétravailler parce qu'ils travaillent moins bien, ils n'arrivent pas à être productifs. Mais on parle d'un télétravail qui est dégradé et qui n'est pas fait dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas juger le télétravail de cette façon-là. Comme on a beaucoup aussi annoncé la mort de l'open space le 11 mai à 9h, c'est un célèbre publicitaire qui a annoncé ça, c'est Gala, pour ne pas le nommer. Mais le mauvais open space est mort, oui. Parce que, donc, moi, c'est sûr, en tant que designer espace où j'aménage des espaces de travail, il y a des open space où ils peuvent accueillir le même nombre de personnes qu'avant parce qu'ils ont suffisamment de place pour tout le monde. Mais évidemment, dans la plupart des open space, il y a beaucoup trop de monde par rapport à la superficie et dans ces cas-là, ça pose problème. On ne peut plus accueillir le même nombre de personnes. Donc moi, ce que j'espère qui va perdurer et ce que j'essayais de mettre en place avant, mais un peu difficilement parce que la superficie, c'est de l'argent, les mètres carrés, c'est de l'argent, donc on essaye de l'optimiser au maximum. Aujourd'hui, on a ces contraintes sanitaires qui font qu'on a enfin un espace de travail individuel optimal. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va perdurer. D'avoir, même
en open space. Un bon open space, c'est 8 personnes maximum. Il y a de nombreux bureaux où il y a 20 personnes. Donc, évidemment, c'est une cacophonie au niveau du bruit. Personne ne se retrouve individuel, il n'y a pas d'intimité. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il peut y avoir des changements positifs. Et après, je pense qu'au niveau du télétravail aussi, ce qui va perdurer, c'est qu'il y en aura un peu plus parce qu'il y a des entreprises qui se sont rendues compte qu'ils pouvaient faire aussi des économies en transport. Pas forcément en espace, parce que ça, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais on ne pourra pas gagner en espace. Mais ça fait des économies de transport et du coup, moins de CO2, moins de pollution. Et les entreprises qui ont envie de travailler sur leur impact environnemental, ça peut jouer aussi là-dessus. Mais du coup, là, il faut repenser le poste de télétravail. Quand on va penser le poste de travail en entreprise, il faut aussi que l'entreprise pense le poste de télétravail. Et je voudrais revenir sur le point du rapport au temps. On en avait discuté, Christine, où finalement, on a eu tous ce temps, comme tu disais, Jill, pour penser peut-être son travail autrement, pour se renouveler, prendre du temps avec ses enfants. Peut-être qu'on ne prenait pas le temps avant, ou moins, pas aussi bien. Et du coup, tu parlais peut-être d'un problème de motivation pour ceux qui doivent reprendre comme avant. Et au final, ils n'ont pas envie de reprendre comme avant. Oui, je pense qu'il y a eu une rupture. En fait, il y a une rupture du jour au lendemain. On était rentré dans une forme de routine, quelque part. On était dans un système de points de repère avec un système qui était très sécurisé. Et tout a été. On rejoue les cartes. Et alors, l'idée que j'avais, et que je voulais souligner, c'est que finalement, cette zone de confort inconfortable, parce que plein d'incertitudes, elle a beaucoup plu. Elle peut avoir beaucoup plu dans sa relation à soi, à son environnement proche. Certains ont découvert l'école, enfin, je ne suis pas concernée, hein, mais pour l'avoir pas mal observé, d'avoir redécouvert des relations avec leurs enfants, avec leurs proches. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, reprendre l'activité comme avant n'est plus possible, c'est juste plus possible. C'est acter l'idée que de toute façon, cette période unique, on la revivra jamais. Même s'il y avait je ne le souhaite évidemment pas, une seconde vague de confinement, ce ne sera jamais la même chose, puisqu'on a déjà vécu cela. En revanche, pour repartir au travail, il va falloir aller chercher plusieurs éléments pour être remobilisé. Et chef d'entreprise compris, je sens, pour ceux qui ont été complètement arrêtés, hein, c'est la difficulté à remettre la machine en route. Parce que finalement, on était quand même pas mal, hein, pour ceux qui étaient bien confinés. Il a fait beau. C'était plutôt pas désagréable. Et au-delà même de l'incertitude. Et il y avait la notion de stress. Parce que finalement, plus le stress est grand, c'est un système de vase communicant, hein, plus le stress est grand, moins il y a de motivation. Donc, plus je vais être capable de pouvoir rassurer mes collaborateurs, mes équipes, mes clients, plus mon envie va exister en termes de motivation et de venir travailler. Donc, c'est vraiment un jeu là qui se joue maintenant entre stress et motivation. C'est peut-être aussi un point charnière pour se renouveler et du coup se projeter aussi. Et donc, vous, est-ce que vous voyez une évolution dans les mois à venir pour votre activité ou dans les modes de travail, dans les mois ou années peut-être que ça peut avoir un impact dans les années à venir. Quel impact donc durable dans nos façons de travailler et aussi sur l'économie, le business des entreprises, hein, parce que là, c'est clairement problématique en ce moment. On parle d'une reprise. Moi, je trouve qu'économiquement, non, on a juste la reprise du travail, mais on n'a pas le retour économique encore. Clairement, la crise économique est à venir. Et du coup, c'est quand même le moment de se renouveler et d'essayer de se projeter. Et il y a forcément des changements là, à ce niveau-là, donc soit dans nos process de travail, soit dans nos offres qu'on va proposer. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Jill. Je peux peut-être le faire, mais rapidement, mais je pense qu'on ne mesure pas encore les effets de la crise globalement. L'État a joué son rôle avec tout un ensemble de mesures qui ont permis de temporiser finalement les effets économiques, mais ils sont pour la plupart assez catastrophiques. Ça veut dire que la très grande majorité des entreprises va avoir du mal à passer le cap, hein, concrètement. D'autant plus si elles étaient déjà un peu en situation fragile. Mais c'est des pertes de chiffre d'affaires quand on fait de la production de services, par exemple. Des mois de chiffre d'affaires en moins, ça ne se rattrape pas dans tous les cas.
Après, quand on est plus sur des modèles de type négoce, ce qui n'a pas été forcément consommé ne sera pas forcément consommé plus tard. Il y a des entreprises qui vont être monstrueusement impactées, comme Air France, par exemple, les grandes, et en cascade, toutes les PME qui sont derrière, en sous-traitant, etc. Toutes les entreprises du bâtiment, par exemple, qui dépendent de la commande publique, en plus avec la problématique des élections municipales qui ont été bloquées entre deux tours. Là, voilà, comme les municipalités élues au premier tour commencent à se mettre en place, mais ça veut dire en gros que les commandes publiques vont pas redémarrer avant septembre, octobre, ce qui veut dire que c'est quasiment une année de chiffre d'affaires perdu. Donc, il va y avoir des faillites, il va y avoir du chômage, il va y avoir… voilà, donc en fait, et le gouvernement le sait, ça. C'est-à-dire que derrière, il va falloir mettre en place des plans de relance économique super forts pour que des entreprises puissent rebondir, redémarrer ou repartir sur d'autres projets. Et vraisemblablement pas dans les mêmes conditions. On en parlait parce que les mesures de sécurité, Gilles l'évoquait tout à l'heure, sur les modèles économiques d'un restaurant, si on doit diviser son nombre de couverts par 2, forcément, c'est pas la même, quoi. Mais c'est la même chose aussi dans le bâtiment. Si on doit appliquer toutes les mesures de sécurité, c'est des rentabilités qui ne sont pas les mêmes ou c'est des coûts qui sont supérieurs que les clients ne sont pas forcément prêts à payer. Et donc, il va y avoir d'autres problèmes derrière. Donc, les entreprises sont vraiment amenées à se reconfigurer et à imaginer que ce type de situation-là va perdurer ou va revenir, à mon avis. Voilà, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où il faut s'habituer effectivement à appliquer des consignes sanitaires. Donc, concrètement, ça va être un renouvellement de l'offre ou alors un accès à l'offre différente. Chez vous, chez Netopen, comment ça se traduit? Alors, encore une fois, chez nous, c'est un peu différent parce que pour le coup, nous, on met en place les solutions qui permettent justement de se former sans les contacts présentiels. Donc, on est dans une activité qui bénéficie, j'allais dire heureusement, malheureusement, de l'effet de crise. La demande n'a jamais été aussi forte, hein, clairement. Donc, il faut qu'elle s'accélère. En même temps, on est incapable de répondre à la vraie demande en tant que telle parce qu'elle est gigantesque et les travaux à mener sont super importants. Et les organismes de formation qui sont concernés aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens. Donc là, il va y avoir un écrémage, à mon avis, assez important. On doit imaginer demain, là aussi, le secteur de la formation qui était encore relativement n'était pas rentré dans la transformation digitale. Hein. L'éducation nationale, on peut en parler, mais les profs ont été invités à continuer à former leurs élèves à distance je ne vais pas utiliser le mot triviaux, mais avec très peu d'outils. Sans moyens, du jour au lendemain, sans process, du jour au sans pédagogie. C'est démerdant. C'est un autre métier. Et voilà, donc voilà, il y a des enseignants qui ont été formidables, qui ont fait des études et des machins, mais et en même temps, Gilles, je pense que là où c'est peut-être aussi une des forces, c'est-à-dire c'est aussi l'adaptation. D'adaptation et d'agilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez, moi je trouve assez fantastique. Hein, notre forme d'adaptation à une situation où on contraint en termes de liberté et on accepte. Tu te mets en place un système où c'est toi qui dois faire, tu es en télétravail et tu fais. Alors après, avec les moyens du bord, oui. Donc c'est capitaliser là-dessus où la capacité de revisiter ses façons de faire. Regarde cette soirée-là. C'est quelque chose sur lequel ça s'est démultiplié partout. On voit des webinaires partout. Ça existait déjà avant. Hein. Mais c'est un processus. Il y a quelques mois, j'expliquais à mes clients qu'il fallait qu'ils organisent des webinaires pour informer leurs clients, les former, etc. À chaque fois, ils me disaient un webinaire, c'est quoi ce truc-là? Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, mais ce qui est un peu dommage, ça c'est moi mon job de conseil aux entreprises, c'est là de voir les commerçants, par exemple, se démener comme des beaux diables pour pouvoir proposer des solutions de prise de commande à distance,
là encore, par texto, par mail, avec des systèmes de paiement en liquide, mais il faut faire à la pointe. Puis attention, parce que le liquide, on ne sait pas si ça transfère le virus ou je ne sais pas quoi. Mais bref, ça fait des années et des années qu'on leur dit il faut, voilà, le numérique, ça devient des outils que les consommateurs utilisent vraiment très, très fort. Il faut vous y préparer. Et ils commencent à y aller quand ils ont vraiment plus de choix. Ils sont au bord du précipice, comme les enseignants de l'éducation nationale, comme les formateurs. Voilà, je ne sais pas si c'est français, mais c'est Non, mais en tout cas, bon, on parle là de la situation en France. C'est vrai que peut-être dans quelques mois, avec un peu plus de recul, on pourra peut-être voir s'il y a eu des différences entre les différents pays. Mais c'est vrai que globalement, toutes les entreprises avec qui j'ai pu échanger, ils se disaient qu'ils avaient gagné 5 ans en 2 mois. Parce qu'ils se sont mis du jour au lendemain au digital. Parce qu'avant, le 100% digital leur faisait peur. Là, ils y ont été contraints. Ça ne veut pas dire que demain, on fera tout en 100% digital. Mais il va y avoir un mix. Alors, moi qui aime beaucoup le digital, voilà, moi, je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça simplifie un peu l'expérience des collaborateurs et des clients. Mais toi, Jill, aussi, tu t'es adaptée parce que tu as proposé des ventes en ligne, la commande en ligne pour des ventes à emporter. Donc, tu t'es adaptée, tu as été réactive et agile, comme on dit. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas conserver? Enfin, tu l'as dit, tu vas certainement avoir une capacité en couvert de 50% par rapport à avant. Du coup, pour compléter, est-ce que tu vas mettre aussi des ventes à emporter, des ventes en ligne comme ça? Pareil, quand je disais dans la précipitation, il y a eu des offres qui sont apparues très largement sur le territoire avec des restos qui ont fait tout de suite à emporter, tout de suite Deliveroo, tout de suite Uber. Donc moi, je dis un gros attention à tout ce qui est digital et facile parce qu'il faut aussi réfléchir de ce qu'il y a derrière ça. Encore une fois, d'être en conscience et à l'aise avec tout ce que ça a comme impact. Ce que je voulais un peu exprimer, c'est le cheminement que, en tout cas, on a eu aux oiseaux, c'est de se dire, OK, il y a une augmentation de la matière première, on a une augmentation de la dette, mais ça fait plusieurs années qu'on essaie de travailler un maximum en local. Or là, on s'est dit que c'est vraiment le moment de booster à 100% en local et pas de faire marche arrière en augmentant de la marge, en prenant des produits absolument merdiques et qui exploitent des gens en Espagne. Enfin, c'est vraiment le moment de ne pas reculer, quoi, de pas aller par la facilité et l'augmentation de la marge, d'aller dans des choses qui ne nous correspondent pas. Et du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, donc là, on a refait des investissements, en fait. On a dit, allez, on y va. Ils veulent bien nous donner de l'argent pas cher. On y va, on verra. On a investi dans une grosse cellule de refroidissement pour faire de la vente à emporter en bocaux. Parce que ça, c'est pareil, d'un point de vue sanitaire, tout le monde fait du emporter, mais il y a des conditions sanitaires en restauration qui obligent à refroidir un plat en moins d'1 heure et c'est important au niveau bactériologique. Donc, je pense que tout le monde ne pouvait pas faire ça, et aussi facilement en tout cas, et transporté par des gamins à vélo pas assurés s'ils ont un accident, et tout ça. Enfin, moi, tu sais que j'ai toujours un peu un aspect militant par rapport à tout ça, mais en tout cas, pour les oiseaux, on n'ira pas vers ce genre de livraison. On pense que les gens, ils peuvent aussi se déplacer. Et on ira par contre, on encouragera la précommande. Donc, par un outil qui est actuellement hyper basique, j'en parlais avec Gilles justement, j'avais un peu honte de proposer ce type de formulaire hyper simple. D'ailleurs, il y en a qui n'ont aucun scrupule la création. Comment ? Tu as fait avec les moyens que tu avais avec ta disposition et que tu pouvais utiliser du jour au lendemain. Donc après, évidemment, tu as été réactive et tu vas pérenniser cette pratique. Voilà, tu vas peut-être choisir un autre outil plus tard. Ouais, c'est sûr. Après, dans l'idée, c'était de faire au plus rapide et avec le moins de contraintes, avec le moins d'investissement aussi, de ne pas donner une marge à un fournisseur digital, justement. Donc voilà, moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on va peut-être encourager. Donc, nous, notre solution, c'est de dire avoir un minimum de pertes. Donc, en optimisant au niveau de la précommande, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous, mais moi, je verrais bien un système de précommande. Voilà, avec une application ou quoi, on a le menu en ligne, on sait qu'on vient manger, le lendemain, on peut précommander son plat, ça limite la perte. Et puis, on travaille aussi sur une offre donc de bocaux à destination, par exemple, des hôtels, de différentes entreprises également, qui puissent proposer à leurs collaborateurs sur place des repas sains et équilibrés en local,
consommable en 3 jours. C'est une offre qu'on ne faisait pas avant, mais que là, on va bientôt recevoir la machine pour faire. Voilà comment nous, on s'adapte. On recevra moins de monde, mais une marge même un peu plus faible au niveau des bocaux, mais en plus en quantité, quoi. Voilà. Ok. Et je pense que tu as raison. Hein, c'est la bonne attitude, me semble-t-il, aujourd'hui à adopter pour toutes les entreprises, c'est vraiment de réfléchir à la situation, de penser que ça va perdurer, de bien réfléchir à son modèle, à ses sources d'approvisionnement, à la manière dont on fonctionne, et l'éthique est importante. Il faut donner du sens, je pense, à nos activités. C'est vraiment ça qu'il faut intégrer. Et c'est aussi le moment où il faut investir. Paradoxalement, moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait appel à des prêts PGE garantis par l'État en termes de trésorerie. Et ça, c'est pour boucher les trous ponctuels liés aux pertes de chiffre d'affaires immédiates. Ce qu'il faut surtout, c'est préparer la suite. Et c'est le moment parce que le monde, là, pour le coup, va changer. C'est pour moi une évidence. Et c'est d'autant plus important dans la capacité à préparer, et c'est vraiment pas facile aujourd'hui quand on est un peu dans la tourmente, d'arriver à essayer de voir le plus loin possible. C'est d'autant plus important en matière de management et de RH. C'est-à-dire que c'est là où les salariés, les collaborateurs, ils ont besoin, et je reviens à cette histoire d'être rassuré, d'être en confiance, d'avoir un capitaine sur le bateau. Le capitaine, c'est celui qui effectivement va regarder plus loin, qui va te donner envie, qui va mobiliser ses troupes. Et c'est maintenant. Pour aussi avoir les bonnes compétences au bon moment, parce qu'on est quand même dans une dimension de compétences aussi aujourd'hui. Être capable de pouvoir investir. Il y a effectivement investir en termes de matériel, il y a aussi investir en termes de réflexion au sens large. Et puis, il y a aussi être capable de garder et de développer les compétences au bon endroit. Et ça, c'est une démarche. Il y a le chômage partiel qui a accompagné beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui était cumulable avec de la formation. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont pu profiter aussi de ce temps-là pour favoriser la montée en compétences ou la mise en adaptation des compétences de leurs équipes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à utiliser. Mais encore faut-il être suffisamment serein en tant que chef d'entreprise. Ouais, et puis à bien utiliser, hein, parce que effectivement, les fonds FNE à disposition effectivement des salariés qui sont en activité partielle. Faut savoir que là, sur les statistiques qui commencent à sortir, les principaux sujets, c'est de se former à de la bureautique ou à l'anglais, quoi, tu vois, toujours. Ça veut dire que tu n'as pas de vraie réflexion sur de quoi l'entreprise a besoin en termes de compétences pour être capable d'affronter les enjeux qui arrivent, quoi. Alors, d'après toi, Gilles, pour l'évolution de ton entreprise et donc dans les formations que vous pouvez proposer, demain, quelle formation vous allez proposer? Est-ce que ça va être sur des outils de management à distance, sur l'agilité, sur le fait que les entreprises aient plus de notions à rebondir, à se réinventer? Vers quoi vous vous tournez comme contenu? Alors, nous, on n'est pas des spécialistes du contenu. Ça veut dire que on n'est pas organisme de formation d'abord, on est entreprise technologique. Donc, nous, on met en place les outils qui vont permettre de créer en fait les dispositifs de formation à distance. Donc, les contenus, c'est théoriquement pas notre sujet. Bon, voilà. C'est vos clients qui créent le… C'est nos clients qui décident effectivement de former leurs salariés sur de nouvelles compétences. Si tant est effectivement qu'ils aient fait le travail de prospective sur l'évolution de leurs besoins en compétences pour l'avenir, quoi. Mais chez nous, on va aussi évoluer quand même, et ça c'est un vrai modèle parce que en fait, on se rend compte que les entreprises ont vraiment besoin de services globaux. Et moi, je suis en train, donc j'ai fait suivre des formations là pendant cette période-là à mes équipes pour qu'on soit capable de faire cet accompagnement en fait pédagogique d'utilisation des plateformes numériques. Voilà. Pour faire simple, parce que ça, c'est un vrai besoin. Et on sait que les plateformes de formation 100% numériques sont pas des solutions. Enfin, ça ne répond pas forcément aux besoins de développement des compétences, ou en tout cas pas pour tout le monde, particulièrement en France, hein, où on n'est pas très autonome sur la partie formation. Donc, et puis par mes connaissances, on peut avoir peur du sujet parce qu'il y a eu une grosse crainte du 100% numérique.
Alors, Ouais. le médium, c'est un support de C'est pas travail. qu'on a peur, c'est que en France, c'est très particulier, c'est que la formation n'est jamais du ressort de l'individu, contrairement aux pays anglo-saxons. C'est-à-dire que quand tu es jeune, en fait, c'est l'éducation nationale. Quand tu es dans l'entreprise, c'est le budget de formation, donc c'est ton service RH. Et puis, si jamais tu es privé d'emploi, malheureusement, un jour, c'est Pôle emploi. Mais l'individu en tant que tel a assez peu de latitude et prend assez peu d'initiative pour le développement de ses propres compétences. Alors, il y a la réforme de la formation professionnelle qui est arrivée l'année dernière, avec le fameux compte personnel de formation. Ça, c'est un vrai sujet, mais en gros, je regarde Christine, elle a connu le DIF, etc., qui n'a jamais marché. Le CPF, aujourd'hui, 60% des demandes de CPF, c'est pour apprendre l'anglais. Tu vois, le niveau de compétences qu'on a dans les langues étrangères en France, c'est des gens, ils peuvent se former tous les ans en anglais. De toute façon, ils ne parleront jamais anglais. Alors après, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du processus d'autonomie des individus, c'est-à-dire qu'ils soient, c'est un vœu pieux, hein, que chacun soit acteur de sa propre carrière. Et peut-être que cette expérience-là a fait que les individus, ou l'être humain, il va avoir fait un qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, vers quoi j'ai envie d'aller. Une introspection. Voilà, pour ceux qui ont eu ce travail-là, peut-être que la formation peut être un moyen d'accéder. Après, moi, il y a quand même un élément par rapport à la réflexion que vous menez sur le numérique. C'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'ai besoin de contact. Alors, j'aime bien le numérique. Je trouve qu'il est extrêmement utile. On peut passer plein de choses au travers du numérique. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie qui peut transmettre grâce au numérique. Mais il n'empêche que ce contact physique, ce lien social par le présentiel, en tout cas pour ma part, est un des éléments sur lesquels je suis extrêmement attachée. Et c'est vrai que ça pose des questions par rapport à la façon dont on appréhende son métier, notamment de formateur ou de conseil, en règle générale. Donc oui, pas tout numérique, dans quelle proportion et comment. C'est-à-dire que pour moi, le numérique, c'est un moyen. Mais ce que j'aime dans l'être humain, c'est le contact, le physique, la relation. Mais on est latin, on est un pays latin et ça, c'est notre spécificité. On jamais comme en Asie ou comme aux États-Unis à commander sa boîte de trombone sur Amazon tous les 2 jours. On a besoin de contact humain. Les commerçants n'ont aucun souci à se faire. On ne sera jamais en 100% digital. Mais par contre, on a besoin du numérique pour faciliter. Comme là, en période de crise, ça aurait pallié beaucoup de fermetures de commerce ou même de restaurants ou voilà, même les bars. On aurait pu imaginer un autre mode de consommation. C'est en parallèle l'outil numérique. Donc, c'est l'association du digital au physique. Voilà. Ouais, on voit le boom des solutions de visio qui sont la plupart gratuites en plus. Hein. Le numérique, c'est formidable quand même parce que c'est aussi des solutions qui sont hyper pratiques, hyper efficaces, hyper productives pour des coûts qui sont parfois nuls. Quoi. Je veux dire, tu prends 10 ans en arrière, une solution de visioconférence, ça valait 100 000 euros. Hein, pour pouvoir WhatsApp, c'est gratuit. Une visioconférence qui fonctionnait. Enfin, on a des évolutions dont on ne se rend même pas compte parce qu'en fait, c'est des choses qu'on utilise comme ça quasiment au jour le jour. Là, ça a explosé parce que forcément, quoi. Mais je suis comme toi, moi, Christine. Hein, je veux dire, les relations humaines, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, hein, je pense, globalement. C'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous reste, c'est quand même la partie qui nous reste, qui est humaine hein, en nous. Hein, et on vit aujourd'hui dans du sans contact. Hein, donc, moi, c'est quelque chose qui constitue. Oui. Ah ben, la simple idée qu'on aura pu à serrer des mains, à faire une bise et à prendre les gens dans ses bras pour. C'est super bizarre. Moi, je vais voir ma maman là, ce week-end. Je ne sais pas parce qu'elle est assez âgée. Je ne sais pas si je suis porteur asymptomatique ou pas. Enfin, tu vois, je vais la voir. Ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue. Si c'est pour rester à 3 mètres, je ne sais pas. Et ça, c'est un élément que je trouve intéressant aussi dans la reconstruction du lien social. C'est-à-dire que, et ça, les rôles des restaurants vont avoir un rôle, à mon avis, mais juste extraordinaire.
exceptionnel. Parce que finalement, le lien social, c'est le café. C'est le resto, c'est l'endroit où tu rencontres des gens ou par hasard ou parce que tu te donnes rendez-vous. Et recréer ce tissu social, c'est aussi recréer la confiance entre les gens. C'est comme tu disais, Gilles, je vais voir ma mère, mais bon, est-ce que je vais être potentiellement, est-ce que je peux être celui qui va la contaminer? C'est-à-dire que tu as une forme de méfiance quelque part qui peut s'installer. Et ça, ça c'est un élément qui, en France, on est quand même. C'est pas la confiance qui caractérise le Français, ni dans son gouvernement, ni dans son patron. Il y a eu beaucoup de délations pendant le confinement. Oui. Voisins se sont dénoncés parce qu'ils sortaient sans attestation. Ouais. Ça. Et donc la notion de confiance là, c'est recréer cette relation de confiance entre les individus. C'est pour moi c'est une mission en fait. Et ça, le numérique, ça ne suffira pas. Hein. Évidemment. Pour en revenir à l'évolution, tu voulais rebondir, Gilles? Ouais, moi, j'avais une question que je me pose sur tout ce qui est digital, numérique, tout ce contenu qu'on crée au niveau écologique, ça dit quoi? C'est un sujet qui n'est pas maîtrisé. C'est un sujet qu'on voulait aborder au Rucher sur un événement sur la data green. Il faut savoir qu'effectivement, la data, ça a un poids. On dit que c'est dans le cloud, mais c'est quand même quelque part. Et donc, c'est dans des serveurs. Et c'est vrai que tout ça n'est pas maîtrisé. C'est la responsabilité de chacun. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vertueux, hein, mais tu vois, Gilles, tu utilises des outils chez nos amis Google qui sont certainement les plus gros pollueurs de la planète aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un aspect éducatif dans les outils à utiliser ou non et la sensibilisation. Je sais que les ateliers que faisait Emeline Foisset étaient très intéressants justement sur comment trier sa boîte mail, pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, au niveau numérique, on n'a pas conscience à quel point ça peut polluer. Oui. Donc au Rucher, il faudrait faire encore plus de sensibilisation à ça si on arrive à... On a prévu un événement sur le sujet qui devait être en juin, mais qui va être décalé parce qu'on s'est dit que c'était moins la priorité en ce moment. Donc on se rend sur des sujets plus d'actualité, mais on le fera certainement en septembre. Magali pourra peut-être me confirmer, mais il me semble que c'est en septembre et donc ce sera ajusté. C'est un sujet qui est en plein développement et je pense que les solutions, elles vont venir au fur et à mesure. Enfin, elles sont en train d'être développées. Et donc aujourd'hui, on a réagi en urgence, on a eu besoin d'utiliser des outils. C'est comme ceux qui se sont jetés sur les hygiaphones en plexi parce que c'était la solution d'urgence et il fallait les mettre en place. Si on veut des solutions pérennes, c'est peut-être pas vers le plexi qu'on va se tourner. Et pour la data, c'est pareil. Pour tous les outils digitaux, c'est pareil. Moi, je sais que quand je choisis mon outil d'organisation et de planification de tâches, j'ai fait un vrai benchmark, mais c'est très dur. Mais c'est comme la consommation responsable, c'est comme travailler sa marque employeur, c'est comme travailler l'impact territorial de son entreprise. Ça demande du travail, de l'investissement, c'est des choix qui sont faits en conscience. Et sur ce sujet-là, ça demande beaucoup de recherche, de veille, et on n'a pas encore l'offre pour pouvoir faire tous ces choix en conscience. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est de l'expérimentation. Tu essayes un truc, tu vois, tu avances. Et c'est ça, je pense, ce que cette expérience nous a appris aujourd'hui. C'est OK, je me lance, je vais voir, j'essaye, je ramène. OK, et cette notion de pédagogie permanente, ça, c'est chaque individu a été confronté à une obligation de se former in situ, en marchant. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et chacun a réussi, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau hiérarchique. Justement, on parlait d'agilité. On n'a pas tous réagi de la même façon à cette crise, à ce confinement et au besoin de se renouveler, que ce soit d'un point de vue individuel, mais même au niveau des entreprises. Il y a des entreprises qui savent garder du recul par rapport à la situation, même si c'est difficile avec tous les questionnements qu'on a sur l'avenir. Et d'autres qui sont un peu bloqués en situation d'urgence et qui n'arrivent pas à penser à l'avenir. Christine, est-ce que tu veux nous parler un peu de ces deux profils un peu différents entre ceux qui arrivent à réagir finalement et ceux que ça paralyse cette situation? J'aurais presque envie de dire que c'est là aussi un accélérateur, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient déjà commencé à avoir une véritable réflexion, tu parlais de marque employeur ou d'expérience collaborateur ou de réflexion sur leur stratégie, ce sont des entreprises qui ont été ralenties, choquées
et qui ont réenclenché la machine de la réflexion pour se reprojeter. Celles qui étaient dans une réflexion qui était plutôt court-termiste, forcément, ils ont été complètement déboussolés avec une totale perte de repères et qui sont dans une situation de survie totale. Donc, quand on est en situation de survie, il faut avoir une force et une puissance de réflexion pour arriver à sortir la tête et aller voir loin. Et ça, si tu n'as pas pris l'habitude, si tu n'as pas fait ce travail déjà en amont, dans des situations de véritable tempête, bah, tu es collé à ta barre et tu ne dois pas regarder plus loin que la porte de ton bateau. Donc, on est vraiment dans un système, comme les individus, les organisations qui avaient l'habitude de réfléchir sur on parle de stratégie, mais de leur projection et de leur modèle et de ce vers quoi elles avaient envie d'aller, ont beaucoup plus d'outils aujourd'hui dans leur escarcelle, ça c'est certain. Ouais, et d'où l'importance, à mon avis, pour les chefs d'entreprise de pas rester seuls en ce moment. Moi, je le vois dans le club Carbaou, on fait une visio par semaine, souvent d'ailleurs en forme de visio drink le soir, plutôt convivial. Mais c'est important parce qu'on s'aime bien, on se connaît bien et on se manque. Donc voilà, même si encore une fois, ça ne remplace pas, mais ça fait quand même du bien de se voir et puis de pouvoir se parler. Et puis, mine de rien, en fait, on échange sur nos difficultés, nos interrogations, nos pratiques, etc. Et quand tu es 10, 15, 20, en fait, comme ça, à échanger, finalement, tu as toujours un chef d'entreprise, même s'il n'est pas dans la même activité que toi, pas du tout dans la même configuration, etc., et qui va expliquer un truc qu'il a fait comme ça. Et tu te dis, bah, tiens, ça, chez moi, ça peut peut-être être une solution. Donc, il faut vraiment pas se recroqueviller, il faut plutôt s'ouvrir, il faut échanger, il faut faire part de ses difficultés, de ses doutes et de ses projets aussi. Et je pense que là, on a aussi de l'intelligence collective quelque part et collaborative à développer. Il faut vraiment travailler ces dimensions-là. Oui, ça permet de tester ses idées, de sortir de l'isolement et ça aide à prendre du recul. Ceux qui travaillent seuls aussi, notamment, c'est là où ça peut être vraiment intéressant. Parce que quand on a l'habitude, effectivement, de réfléchir sur la raison d'être de son entreprise, voilà, on peut quand même avoir des outils, une boîte à outils pour rebondir et avancer. Ça n'empêche que c'est difficile et c'est là où les réseaux, effectivement, alors pas forcément les réseaux business, mais comme le Rucher, quand on organise des réseaux, ouvertes, ou les associations comme Créer comme elle. Voilà, j'imagine, Gilles, aussi que tu dois converser avec d'autres restaurateurs ou des producteurs pour savoir comment vous vous en sortez, enfin, comment vous envisagez l'avenir. Oui. Notamment avec Émilie du Bistrot, on a un peu échangé parce qu'on avait la même idée au niveau des bocaux, donc c'était assez sympa de se dire, on est un peu de la même génération, à se dire, non, on veut partager nos idées aussi avec Tonton Farine, on échange beaucoup parce qu'on a envie d'aller ensemble de l'avant et pas se considérer comme comment ça s'appelle, des concurrents. Voilà, merci. Comme des concurrents, mais il y a de la place pour tout le monde, quoi. Après, il y a un autre élément aussi, moi c'est mon côté RH et management là, qui va parler, c'est aussi aller chercher à l'intérieur de l'entreprise la force du regard des salariés, voire des clients, mais d'aller chercher aussi des ressources en interne, parce que la force de l'intelligence collective, c'est aussi à l'intérieur de l'entreprise. Il y a les pairs, les IRS, et il y a aussi ses propres équipes qui peuvent être fortes de créativité de façon extraordinaire. Et d'être en capacité de les écouter, c'est aussi, à ce niveau-là, c'est aussi peut-être une opportunité de développer sa marque employeur aussi. C'est-à-dire que si j'écoute mon collaborateur dans ses idées, alors là encore, c'est comment je l'écoute, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre, ça c'est où je vais. On a parlé du grand débat pendant des mois et des mois à un moment donné. On ne sait pas bien ce que ça a donné. Mais si on met en place des choses, ça peut être extrêmement intéressant en interne. Aujourd'hui, de prendre acte de ce qui s'est passé pour dire, OK, qu'est-ce que collectivement on garde et comment on peut se projeter ensemble. Et là, je trouve que c'est là aussi une énergie qui est extrêmement puissante. Ouais. Mais il faut accepter l'idée de ne plus être le seul chef. Exactement. Et là, encore une fois, c'est les entreprises
qui travaillaient leur politique RSE et leur impact sociétal, qui avaient déjà l'habitude, parce que c'est quelque chose qui se pratique, d'intégrer ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont concernées. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille sur un projet d'aménagement d'un espace de travail, par exemple, c'est d'intégrer les personnes qui sont concernées au plus proche, parce que finalement, ce sont les mieux placés pour parler, et ce sont eux les experts de leur travail, de leur poste, parce que normalement, chacun a ses compétences et le travail est réparti. Donc là, c'est vrai que faire appel aux compétences de chacun devient plus qu'important. Et puis, ça vient renforcer un élément dont tu parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que quand tu es explosé à droite à gauche dans les différents états chez toi, le sentiment d'appartenance, ce lien social, c'est aussi un des modes opérateurs pour le recréer. Et ça, c'est donc des groupes, des réflexions, des pilotages projets sont probablement des éléments sur lesquels l'entreprise, aujourd'hui, même si elle ne l'a pas encore fait, elle peut le lancer, ça. C'est le moment où on peut le faire, en tout cas. Ouais. Même à distance, intégrer les collaborateurs dans l'évolution de l'entreprise et l'impact de l'entreprise. Et c'est un moyen aussi, excuse-moi, d'avoir du poids aussi localement dans le développement économique. On en parle, on échange aussi avec vous à ce sujet, mais par exemple, typiquement sur la production maraîchère, où là, on est sur un territoire où on n'est pas capable de fournir nos restaurants, ni d'alimenter les citoyens du coin. Donc, c'est aussi de se dire, si on est plusieurs restaurateurs à agir de cette manière, avec nos clients qui créent, on a beaucoup plus de poids, je pense, d'un point de vue territorial, à se dire, voilà ce qu'on veut pour notre territoire, c'est du local. Tout seul, on n'a pas de poids. Et ça, c'est super beau, déjà, la confiance de nos clients et leur fidélité. Et en plus, quand on est plusieurs restaurateurs, là, pour le coup, à vouloir faire la même chose, ça a d'autant plus de force, quoi. C'est bien, j'espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives comme celle-là et peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, c'est à souhaiter. Justement, on va en venir au dernier point, peut-être sur le futur souhaitable pour chacun. Quel est votre futur souhaitable de ce qui pour en faire en sorte que cette crise devienne bénéfique, et quels pourraient être les bénéfices de cette crise pour l'avenir, donc dans les mois, les années à venir, vraiment, si on se projette dans vos rêves et vos souhaits. Jill, si tu veux commencer. Alors, c'est certainement pas les 60 heures hebdomadaires annoncées par une certaine personne. Ça, c'est d'avoir que les salariés puissent avoir plus de temps pour eux, pour leur développement personnel, que leur métier soit un vrai choix et pas qu'une labeur. La place du travail en tant que travail lucratif, en fait, ça, c'est une notion que j'espère qu'il va vite se perdre, parce que c'est en train de tuer le côté humain et on le voit de plus en plus. Donc voilà, moi, mon souhait, ça serait que les machines remplacent l'homme pour des tâches que les hommes ne veulent pas faire, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a, des tâches que personne ne veut faire. Mais par contre, qu'on ait enfin un revenu décent pour tout le monde, pour que les richesses soient réparties et qu'on puisse se former, s'enrichir, monter des projets. Arrêtons avec cette hiérarchie verticale là qui empêche tout le monde de collaborer. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai envie pour après. Pour maintenant, quoi. Tu veux ça maintenant? Ouais, mais c'est encore un peu tôt. Gilles, quel est ton futur souhaitable? Alors, on a annoncé la fin du modèle libéral, capitaliste, mondialisé. Ça, effectivement, pour moi, on est dans un monde qui marche sur la tête depuis longtemps. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir que ce soit une réalité tangible quand on voit comment on est sorti de la crise de 2008. Mais je pense que ça va quand même amender un certain nombre de choses. Sans être complètement idéaliste, effectivement, je pense que on a un monde à réinventer. C'est peut-être un moment unique, effectivement, pour repenser les choses. Pour remettre l'individu au centre de tout, parce que finalement, sans l'individu, tout le reste n'a aucun sens finalement, au bien-être, au bonheur, à l'équilibre de vie. Alors ça passe par des choses qui sont lourdes certainement à mettre en œuvre, mais on démontre aujourd'hui qu'on est capable de casser tous les dogmes qui nous pilotaient depuis des années et des années, les
les 3% de déficit, là, on va faire de la décroissance. On est en décroissance en ce moment. On nous explique depuis des années et des années que ce n'est pas possible. Donc, en fait, je pense que je serais heureux, effectivement, si on est capable de prendre les choses à bras-le-corps et de redéfinir un monde qui soit largement plus centré sur l'individu, sur sa capacité à être heureux, à être acteur de sa vie sans être forcément dans des algorithmes d'assistanat ou de contrôle ou de machin, de règles dont on ne peut plus aujourd'hui, quoi. Ok, retour au bon. Mais bon, j'ai pas d'un espoir non plus. C'est ton souhait. On rêve. C'est ton souhait. Ouais, oui, ça. Moi, je pense que c'est ton souhait est réalisable. Je suis très idéaliste et optimiste. Mais c'est quelque chose, tout ce que tu as dit, c'est quelque chose qui se disait déjà depuis un certain temps. Et je pense que ce temps que tout le monde a eu quand même dans le confinement va imposer ça. C'est-à-dire que il y a 2 mois, il y a 3 mois, c'était les jeunes qui sortaient de leurs études, qui imposaient un peu ces façons de penser, ces modes de travail en disant moi, je choisis mon boulot pas pour le lucratif, pas pour le salaire, mais pour ce qui m'apporte. Vraiment, la raison d'être de l'entreprise est plus importante. L'importance de ma tâche est plus importante que le salaire que je vais toucher, s'il me permet de vivre, évidemment. Et ça, c'était uniquement les jeunes diplômés qui avaient cet état d'esprit-là. Et je pense que cette crise va faire, dans les mois à venir, que ça va s'étendre à une plus large population. Donc, je pense que ton futur souhaitable est réalisable, Gilles. Alors, sachant que les jeunes diplômés auxquels tu fais référence, aujourd'hui, si on reste sur les millennials, on est quasiment à 50% de la population active. C'est-à-dire que ça va changer beaucoup plus que les jeunes diplômés. Donc, ça veut dire que ce courant-là, il existait déjà. Moi, je reste quand même assez les pieds sur terre sur la notion de réalité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des frigos à remplir, il y a des bouches à nourrir, qu'on peut le faire de façon éthique. Moi, j'aurais tendance à dire que si cette expérience-là permet demain d'avoir un management, quel qu'il soit, vertical, horizontal, mais parce que je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi d'avoir un vrai manager, et ce n'est pas mauvais en soi, même s'il est vertical. Par contre, un manager empathique, c'est-à-dire dans sa capacité à prendre la mesure de ce que représente son équipe, dans toute sa force, ça, ce serait pour moi un truc juste... parce qu'aujourd'hui, on a vu les dérives du management, on a vu les difficultés qu'ont eu les managers, on a vu leur situation, les managers intermédiaires qui sont beaucoup en situation d'essoufflement et pour certains en situation de souffrance. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de faire grandir tout ce monde-là dans la prise en compte de la relation à l'autre. Ça, pour moi, et ça, je pense que c'est important. Et je pense que ça, aujourd'hui, si c'est une vision, si c'est un idéal, oui, l'humain au centre, donc toute sa force, et l'individuel et le collectif avec cette alchimie extrêmement difficile ces équilibrages, cette chimie fine, mais qui pour moi est tout à fait, en tout cas, est opportune aujourd'hui et réalisable. Je le souhaite. Mais l'humain, pas que l'humain en local, hein, pas que l'humain avec qui on travaille, nos collaborateurs proches, c'est d'avoir conscience de l'humain sur la planète, de tout. Enfin, je ne peux pas faire de politique là-dessus, mais c'est important d'avoir conscience, quoi. Aujourd'hui, il y a accès à des documentaires et tout qui font que si aujourd'hui on consomme des produits d'Espagne, c'est qu'il y a une maltraitance derrière. Voilà, moi, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est de voir l'humain plus loin que juste dans notre écosystème proche, quoi. Oui, et en même temps, là où tu peux avoir une action aussi, c'est effectivement dans la dimension de ton rayonnement autour de toi. Et donc, effectivement, dans ton action, toi, au quotidien, elle est là. Après, effectivement, la relation la relation à sa santé, la relation à la vie, elle est complètement différente en Amérique du Sud que dans les pays européens aujourd'hui. On le voit aujourd'hui dans la question du confinement. Au-delà des gouvernances, la relation à la mort au Brésil... Ça n'a rien à voir. Comme en Afrique, ça n'a rien à voir. Pas forcément. Donc, c'est-à-dire remettre l'humain, alors pas forcément la santé, hein, mais l'humain. Moi, je vous rejoins un petit peu. Mon futur souhaitable, ce serait de vivre plus en conscience dans les choix qu'on fait, que ce soit dans le travail, dans l'offre qu'on va définir pour les entreprises, dans les achats qu'on va faire, que ce soit d'un point de vue personnel
ou d'un point de vue professionnel. Alors moi, je le vois dans les aménagements des espaces que je peux faire, où forcément j'ai mon étiquette éco-responsable et des entreprises ont tendance à penser, bah oui, mais c'est plus cher, donc non, bah finalement, je fais l'impasse sur le prix, je fais l'impasse sur le côté responsable et je vais choisir le prix. Moi, mon souhait, vraiment, pour mon futur désirable, c'est que l'impact de nos achats, de nos choix qu'on va faire soit fait en conscience. Enfin, voilà, qu'on ait conscience de l'impact de nos moindres choix qu'on peut avoir, que ce soit personnellement ou professionnellement dans les entreprises. Se dire, bah, effectivement, je veux manger plus de fruits et légumes parce que ça va être mieux pour ma santé, je serai en meilleure forme. Ok, mais à qui j'achète? Comment? Est-ce que je vais me faire livrer par quelqu'un qui est sur son vélo et pas assuré? Ou est-ce que je vais faire appel à un système de livraison collaboratif ou respectueux de ses collaborateurs? Voilà, tout ça, du coup, ça demande un autre mode de pensée, un autre mode de fonctionnement. Mais c'était encore une fois quelque chose qui était important avant et dont on parlait déjà au rucher. Mais dans mon futur souhaitable, j'aimerais que ce soit plus généralisé, plus de conscience à tous les niveaux et dans l'impact d'une façon globale qu'on peut avoir, que ce soit environnemental, territorial, donc travailler avec les acteurs qui sont autour de nous, de la région, dans nos villes, dans nos villages, dans les milieux ruraux, le lien entre la ruralité et les villes, mais aussi sur l'impact humain. Voilà mon souhait pour demain. Merci à tous, c'était super intéressant, passionnant. Donc, c'était un live qui était aussi diffusé sur Facebook. Et donc, il sera disponible à tous sur la page de Facebook du Rucher Créatif et aussi sur la page YouTube. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un petit mot de la fin ou Magali, si tu veux rajouter quelque chose? Oui, coucou à tous. Alors, il n'y a pas de questions, hein, parce qu'on avait dit qu'on réservait un temps à la fin pour les questions. Il n'y a pas de questions. Il y a eu, par contre, si je vous invite à regarder après les commentaires pardon, sur le Facebook Live de la page du Rucher, où il y a eu des beaux commentaires. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé parce que le mot énergie et conscience, ces mots-là ont été prononcés plein de fois et ça m'a beaucoup plu. Et je vais faire ma crâneuse en finissant avec une phrase, une citation d'Henri Bergson, qui est un philosophe français, et qui a dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Donc, voilà, allons-y, quoi. Super mot de la fin. Voilà. Très bien. Merci. Je vais couper le Facebook Live. Comment est-ce Merci Emeline pour ton animation. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Mike, je vais peut-être avoir besoin de ton aide pour couper le live. J'aurais dû te demander avant. Voilà. Ouais, c'était un peu... C'était top.